Guy Aubrichon, d'accord pour l'emploi d'intellectuels? Oui, justement, je songeais à l'instant qu'il y a un phénomène tout à fait curieux qui montre bien que l'intellectuel est en train de naître, c'est ce concile de Soissons. Les procédures qui sont utilisées à ce moment-là n'en sont pas. Or, à Soissons même, on a une belle expérience du traitement des hérétiques quelques années avant, en 1114-1115, il y a eu des problèmes. Ça a été réglé suivant les techniques les plus traditionnelles de l'ancienne Inquisition, celle du Haut Moyen-Âge. Et là, ça ne fonctionne plus. Justement parce qu'on a affaire à un cadre qui sort des cadres. C'est celui de l'intellectuel. Jean Jolivet, d'accord avec l'intellectuel? D'accord, oui. Bon, passons donc à l'épisode suivant. Le résultat de la condamnation de Soissons est un résultat, si l'on peut dire, relativement mitigé. Il retourne à Saint-Denis, grâce à une intervention du légat pontifical, et à Saint-Denis, l'abbé Sugère trouve un compromis. C'est-à-dire qu'il retrouve la liberté, mais il repart vers un nouvel épisode érémitique, le plus important de tous. Il va fonder un ermitage suivi par des élèves et des étudiants en Champagne. C'est l'ermitage du Paraclet. C'est pas un peu une provocation? Si, c'est une provocation d'intellectuel. Bien sûr. La chose est peut-être moins évidente, mais il s'en explique d'ailleurs très longuement, avoir choisi cette dédicace assez inattendue, n'est-ce pas, à l'esprit Paraclet, et non pas à l'ensemble de la Trinité, donc ça renvoie également à ses propres intérêts sur le problème de la Trinité. Donc il s'installe dans cet ermitage, là encore certainement arrière-plan politique, protection des comtes de Champagne, selon toute vraisemblance. Et dans cet ermitage, il tente donc Alors, l'érémitisme n'est pas une chose nouvelle ni exceptionnelle au XIIe siècle. C'est au contraire un mouvement foisonnant dans lequel il s'inscrit. Mais son originalité est de faire de cet ermitage, donc en Champagne, dans une solitude peut-être relative, mais enfin réelle, dans des conditions d'inconfort quand même assez grandes, de créer une école, ou d'essayer de créer une école. Et ce qui est intéressant, où il reprend donc son enseignement, et on date un certain nombre de ses textes les plus importants de ces années-là, n'est-ce pas, de ces années d'enseignement au Paraclet. Simplement, on voit en même temps la contradiction, ça n'a pas duré plus de quelques années. Alors lui, il fait allusion une fois de plus aux envieux, n'est-ce pas, qui auraient saboté son œuvre, mais je pense que l'idée même d'installer une école de type urbain, si on peut dire, à la campagne, vieux paradoxe ou vieux rêve, mettre les villes à la campagne, n'est-ce pas, ça ne marche pas. Ouais. Je crois que la contradiction, là, est extrêmement intéressante aussi du point de vue historique. Et bon, écoutons ce qu'en dit Abélard lui-même. C'est un extrait de l'Histoire de mes malheurs. Abélard, professeur et moine, l'école du Paraclet. Je me retirai sur le territoire de Troyes, dans un endroit désert que je connaissais. Quelques personnes me cédèrent un terrain où, avec l'assentiment de l'évêque, je construisis une chapelle de roseaux et de chaumes que je dédiais à la Sainte Trinité. Je m'y cachais avec un de mes clercs. Je pouvais dire en toute vérité au Seigneur, « Voici que je me suis éloigné par la fuite et que j'ai habité dans la solitude. » Dès qu'ils eurent connaissance de ma retraite, les étudiants commencèrent à accourir de toutes parts. Abandonnant villes et châteaux, ils s'enfonçaient au désert, délaissant leurs maisons confortables. Ils venaient se construire de petites cabanes où les herbes des champs et du pin grossier tenaient lieu de mets plus délicats. Le chaume et la mousse remplaçaient pour eux la douceur des lits. Ils amoncelaient des mottes de terre qui leur servaient de table. Ils paraissaient imiter les anciens philosophes. Mes disciples édifièrent leurs cabanes sur les rives d'une petite rivière nommée l'Arduzon et, par la vie qu'ils menaient, ils ressemblaient davantage à des ermites qu'à des étudiants. Plus leur affluence devenait considérable, plus l'existence à laquelle je les contraignais était dure, plus mes rivaux sentaient croître ma gloire et leur propre honte. Ils avaient tout fait pour me nuire et se plaignaient de tout voir tourner à mon avantage. Selon le mot de Saint Jérôme et de Quintilien, l'envie me rattrapa loin des villes, loin de la place publique, des procès et des foules. Mes ennemis se plaignaient et gémissaient en leur cœur, « Voici que le monde entier le suit. Nous voulions étouffer son nom, nous l'avons fait resplendir. » Des étudiants qui ont sous la main dans les villes tout le nécessaire, dédaigneux des commodités urbaines, vont chercher les privations du désert et embrassent volontairement une vie misérable. Seul, mon extrême pauvreté me poussa à ouvrir une école. Je n'avais pas la force d'allabourer la terre, et j'aurais eu honte de mendier.
À défaut de travail manuel, je dus avoir recours à l'art où j'étais expert. Je me servis de la parole. Mes élèves pourvoyaient en revanche à tous mes besoins matériels, nourriture, vêtements, culture des champs, construction, de sorte que les soins domestiques ne me distrayaient aucunement de l'étude. J'étais de corps caché en ce lieu, mais ma renommée courait le monde et ma parole y résonnait plus que jamais. Donc, le Paraclet, ça échoue. Alors ensuite, il y a un épisode qui est probablement un de ceux où Abélard a été le plus malheureux. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus. Il devient abbé en Bretagne, abbé de Saint-Gildas. Et les relations sont épouvantables avec les moines. Ceci dit, il se débrouille, il quitte souvent Saint-Gildas. Et nous arrivons, je crois, au moment où, reprenant les relations avec Héloïse perdue et retrouvée, dites-vous joliment, je crois qu'il faudrait s'arrêter un petit moment sur ce que sont ces relations à cette époque entre Abélard et Héloïse, et ce qu'elles nous apprennent sur, je dirais, la signification, le sens de leur aventure. Le premier paradoxe dans les relations entre Héloïse et Abélard à ce moment-là, c'est qu'ils se sont quittés depuis une quinzaine d'années, alors qu'ils ne vivaient pas tellement loin l'un de l'autre pendant longtemps. Se sont-ils revus? Il ne semble pas, ou extrêmement peu. Il y a ensuite quelques rencontres, parce que Héloïse, il faut le dire, n'est-ce pas, avait récupéré, si on peut dire, le terrain du Paraclet, et y avait installé un véritable monastère de moniales, de femmes dont elle était devenue abbesse. Et alors il y a quelques visites au Paraclet, mais sans doute assez officielles, ou comme prédicateur d'Abélard, mais il y a une correspondance. C'est dans ces années-là, d'abord, que Abélard a vraisemblablement écrit l'histoire de ses malheurs, dont Héloïse a eu connaissance, et il y a ensuite surtout une correspondance extraordinaire, très émouvante, qui devait s'échanger entre le Paraclet d'un côté où se trouvait Héloïse et sans doute Saint-Gildas, ou bien Dieu sait où était Abélard à ce moment-là, en tout cas des lettres qui circulaient, des lettres authentiques, peut-on penser. Et le thème de ces lettres, en particulier des 5 premières, qui sont vraiment les lettres importantes, c'est d'une part, sous la plume d'Héloïse, n'est-ce pas, qui prend l'initiative de cette correspondance, l'affirmation que son amour est toujours vivant. Qu'elle pense toujours, n'est-ce pas, à Abélard, qu'elle se sent toujours, non seulement sa femme, mais son amante, n'est-ce pas, que la passion conçue 15 ans auparavant est toujours la même. Donc nous trouvons ce ton de liberté extraordinaire, avec un érotisme même dans certains passages de ces lettres, même si c'est un érotisme littéraire, et inspiré peut-être d'Ovide ou d'autres auteurs antiques, qui est très frappant. Et en même temps, on voit le malheur, n'est-ce pas, d'une âme qui n'arrive pas à vivre sa vocation religieuse comme elle voudrait la vivre, car en même temps, évidemment, Héloïse est une chrétienne tout à fait sincère. Et à cela, Abélard répond en invitant Héloïse non pas à nier cet amour, mais à le dépasser et à s'orienter vers une sorte de communion en Dieu des deux amants définitivement séparés. Et la correspondance s'arrête ainsi, et comme on l'a jadis fait remarquer, il s'arrête sur une sorte de silence d'Héloïse, qui ne dit pas qu'elle accepte les propositions, si je puis dire, d'Abélard de se convertir entièrement à Dieu, mais qui le fait sans doute, ce qui fait que les 2 dernières lettres nous paraissent très plates. C'est un traité de la vie monastique écrit par Abélard, et une règle monastique, toute bête si j'ose dire, mais qui sont d'une certaine manière la conclusion logique de cette passion, qui n'est pas reniée, qui garde cette dimension humaine exceptionnelle, mais qui est quand même réinsérée dans, sublimé, pourrait-on dire en termes psychanalytiques, dans un cadre chrétien. Nous ne sommes pas ici pour dire qui a le plus aimé, Abélard ou Héloïse. Il faut quand même penser que c'est Héloïse. Voilà, mais je crois qu'il faut peut-être quand même dire... En tout cas, ça nous touche davantage. Ouais, que l'on a l'impression que Héloïse a été celle qui a le plus aimé, et en particulier rappeler ce sacrifice d'amour. Comme elle le présente elle-même. Et la platitude, pour reprendre votre terme, des 2 dernières lettres correspond en fait à une certaine sérénité. Abélard qui hésitait d'abord dans les premières lettres à dire sa compagne, maintenant l'appelle essentiellement sa sœur dans le Christ plus que son épouse. C'est un abbé qui parle à une abbesse. C'est un abbé qui parle à une abbesse. Et l'apaisement se fait d'une façon qui devient à peu près parallèle dans la vie du couple, parce que au fait que Abélard retrouve Paris
et que sa réputation de maître et de philosophe est à son comble. Héloïse, de son côté, connaît une réputation de plus en plus grande. Et le couple à distance devient un couple sur le terrain intellectuel et religieux extraordinaire. Il faut les replacer rapidement, si vous le voulez bien, dans leur temps et en particulier dans cette Renaissance du XIIe siècle. Et dans ce nouveau moment de la vie d'Abélard se produit un tournant sur lequel vous insistez beaucoup et qui éclaire aussi indirectement la nature des relations entre Abélard et Héloïse, c'est le tournant vers l'éthique. Jean Jolivet, quelles sont les bases les plus importantes ou les expressions les plus importantes de l'éthique d'Abélard? Eh bien, d'abord, ce témoignage encore de la méthode d'Abélard, qu'est-ce qu'on appelle un péché? Donc, oui. problème de sémantique. Et il en arrive, par une longue analyse, il en arrive à dire que le péché, c'est consentir à offenser Dieu. C'est-à-dire que ni la tentation, ni même l'acte du péché, il y a encore plusieurs étapes que je saute. Rien de cela n'est le péché. Le véritable péché, c'est de mépriser Dieu en renonçant à lui. Si bien qu'il en arrive à des conclusions qui ont été condamnées par la suite, mais qu'il faut bien prendre quand même. Il dit qu'il la conscience oblige. La conscience oblige, mais si on regarde bien les textes, elle peut obliger à tort. Les persécuteurs du Christ, les bourreaux du Christ, auraient péché plus gravement s'ils l'avaient épargné alors qu'ils croyaient qu'ils devaient le tuer. Mais il ne dit pas qu'ils n'ont pas péché en suivant leur conscience. Il dit qu'ils ont péché moins gravement que s'ils n'avaient pas suivi leur conscience. C'est très subtil et très complexe, cette doctrine, qui est bien une doctrine du fort intérieur, de l'éveil de la conscience, comme dit Père Chenu, mais qui ne refuse pas une certaine objectivité de la morale.